Voici le dernier moment de Jacques Tati. Avant de quitter ce monde, l'homme qui avait fait rire la France entière portait sur ses épaules un secret lourd comme une pierre. Certains murmurent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un simple accident, mais d'une chute tragique depuis les hauteurs, qui avait marqué le début de la fin. Était-ce une maladresse, un signe de santé fragile, ou quelque chose de plus sombre que personne n'osait dire? Né en 1907, Tati fut le génie discret derrière les vacances de Monsieur Hulot, ce chef-d'œuvre tendre et burlesque qui redéfinissait l'humour au cinéma. Mais derrière le rire de son personnage maladroit se cachait un homme vulnérable, rongé par la fatigue, par les douleurs d'un corps qui trahissait lentement son esprit vif. À la fin de sa vie, le public ne voyait plus que l'ombre de ce géant. Ses apparitions s'étaient raréfiées. Des rumeurs circulaient. On parlait d'une chute mystérieuse, d'une blessure grave, d'un déclin qui n'était peut-être pas dû qu'au poids des ans. Était-ce cet incident qui l'avait brisé, ou bien l'ultime chapitre d'une lente érosion commencé bien avant? Ce que peu savent, c'est que Tati, derrière ses gags millimétrés et ses silences poétiques, cachait une obstination presque douloureuse. Chaque geste, chaque plan de ses films était une bataille contre l'usure, contre la maladie qui menaçait son corps. Et puis, un jour, le destin frappa plus fort. Une chute, haute, brutale. Assez pour mettre fin à ses projets, et peut-être à ses illusions. Cette histoire n'a jamais été pleinement racontée. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte que le temps avait laissée fermer. Entre gloire et déclin, entre l'homme et le mythe, entre la rumeur et la vérité, voici ce qui se cache vraiment derrière la fin de Jacques Tati. Pour comprendre l'ombre qui a fini par engloutir Jacques Tati, il faut revenir à l'époque où la lumière le portait au sommet. Nous sommes dans la France d'après-guerre, un pays en reconstruction, avide de légèreté, de sourires et de rêves simples. Les années 1950 s'ouvrent comme une parenthèse enchantée. Le cinéma devient le miroir d'un peuple qui veut oublier les privations. Et dans ce décor apparaît un homme qui ne ressemble à aucun autre. Grand dégingandé, vêtu de son imperméable froissé, de son chapeau bancal, avançant dans la vie comme un funambule sur un fil invisible. Les vacances de Monsieur Hulot, sorti en 1953, n'est pas qu'une comédie. C'est une peinture douce amère d'une France en vacances, des gestes maladroits et tendres qui déclenchent le rire, mais aussi l'émotion. Jacques Tati n'invente pas seulement un personnage, il crée un langage universel. Peu de dialogue, beaucoup de silence, un humour physique hérité des clowns et du muet, et derrière tout cela, une précision d'orfèvre. Chaque bruit de pas, chaque coup de vent, chaque grincement de porte est chorégraphié comme une partition. Mais Tati n'est pas qu'un amuseur, il est un poète du quotidien. Ses films, Jour de fête, Mon oncle, Playtime, parlent de nous, de nos maladresses, de nos rêves contrariés par la modernité. Pourtant, derrière la poésie de ces images, se cache un perfectionnisme implacable. Sur les plateaux, on le décrit comme exigeant, parfois intransigeant. Il refait une scène 20 fois si nécessaire. Il peut attendre des heures pour que la lumière soit exactement comme il l'imagine. Cette obsession, admirable à l'écran, pèse lourdement sur ses épaules et sur sa santé. Dans les cercles proches, on commence à murmurer. Tati est épuisé. Son corps, lui, réclame repos. Les douleurs sont là, persistantes, parfois invalidantes. Et pourtant, il continue, comme s'il refusait d'admettre que le temps n'est plus son allié. C'est dans ce climat que naît la rumeur. Certains disent qu'il a trébuché sur un plateau, d'autres qu'il a chuté d'un échafaudage en observant un décor. L'histoire exacte se perd dans le flou, mais tout s'accorde. Cet incident l'a marqué. Peu, être même, a-t-il précipité ce déclin qui, jusque-là, avançait à pas feutrés. La France, elle, continue de l'aimer. Mais le Tati du grand écran et celui de la vie réelle commencent à diverger. L'un reste immortel dans la pellicule, l'autre, derrière la caméra, lutte pour tenir debout. Et dans cette tension entre la légende et l'homme, la tragédie se prépare. Au début, ce n'est qu'une anecdote que l'on chuchote dans les couloirs du cinéma. Jacques Tati aurait eu un petit accident. On parle d'une chute, sans préciser vraiment comment ni où. Certains disent que c'était lors d'une répétition, en ajustant lui-même un élément de décor, car Tati, perfectionniste, ne déléguait jamais totalement.
D'autres jurent l'avoir vu trébucher sur une plateforme instable, haut perché pour observer un plan d'ensemble. Ce qui semblait n'être qu'un banal incident prend peu à peu une autre dimension. Les jours passent, et Tati disparaît des plateaux. Officiellement, il se repose. Officieusement, les rumeurs s'enflamment. On dit que la chute a aggravé une faiblesse physique déjà installée, douleurs chroniques, vertiges, fatigue écrasante. Certains insinuent même que l'accident a entamé ses capacités à tourner, l'obligeant à ralentir un rythme déjà fragilisé par des années de travail acharné. C'est alors qu'un autre obstacle se dresse. Playtime, son film le plus ambitieux, devient un gouffre financier. Le tournage colossal, la construction d'un décor gigantesque, les perfectionnements à n'en plus finir, tout cela épuise Tati autant que ses finances. Les investisseurs s'impatientent. Les journaux commencent à parler d'excentricité coûteuse. Le génie qu'on admirait devient soudain l'artiste jugé imprudent. La combinaison est fatale. Santé chancelante, dette écrasante, pression médiatique. Tati, autrefois figure solaire du cinéma français, se replie sur lui-même. Les interviews se raréfient, ses apparitions publiques sont brèves. Lorsqu'il apparaît, certains remarquent qu'il marche plus lentement, qu'il semble parfois chercher ses mots. Dans les coulisses, ses proches s'inquiètent. Le corps flanche, mais l'orgueil le pousse à continuer. Le point culminant arrive lorsque, lors d'un festival où il est invité d'honneur, il doit monter quelques marches pour rejoindre la scène. Les spectateurs assistent à une scène troublante. Tati hésite, s'appuie sur la rampe, monte lentement. Rien de spectaculaire, mais assez pour confirmer aux yeux de tous que quelque chose ne va plus. Ce n'est pas un gag, ce n'est pas Monsieur Hulot qui trébuche, c'est Jacques Tati, l'homme qui lutte pour rester debout. Cette image restera gravée dans les esprits, non pas parce qu'elle choque par sa violence, mais parce qu'elle révèle l'envers du décor. Le funambule du rire marche désormais sur un fil fragilisé, prêt à rompre. Et pour ceux qui l'avaient connu au sommet, c'est un choc silencieux, presque plus douloureux que le scandale. La vérité, ou du moins ce que l'on ose appeler ainsi, ne se dévoile qu'en fragments. Ceux qui étaient proches de Tati racontent qu'un jour, alors qu'il inspectait un décor perché à plusieurs mètres du sol, il avait insisté pour monter lui-même vérifier un détail. Jacques n'acceptait pas de regarder de loin, il voulait sentir l'espace, la perspective, même si c'était dangereux, confiera plus tard un technicien. C'est là que l'impensable se serait produit. Un faux pas, un déséquilibre puis une chute. Pas forcément spectaculaire, mais assez violente pour provoquer un traumatisme dont il ne se remettra jamais vraiment. Certains affirment que la blessure était d'abord invisible, pas d'os brisé, pas de sang, mais le choc, combiné à un état de santé déjà fragile, aurait déclenché une spirale, vertige, douleur, perte d'endurance. On raconte qu'il aurait confié à un ami. « Ce n'est pas la chute qui m'a blessé, c'est ce qu'elle m'a pris. » Une phrase énigmatique qui résonne encore comme un aveu voilé. Les rumeurs, elles, prennent un ton plus sombre. Dans certains cercles, on évoque un malaise soudain, une faiblesse qui l'aurait fait tomber. Dans d'autres, on insinue un conflit discret avec un producteur, l'accusant d'avoir été poussé, pas littéralement, mais symboliquement, vers une situation où le danger était inévitable. Ces insinuations ne seront jamais confirmées. Mais dans un monde où la frontière entre vérité et légende est poreuse, elles suffisent à alimenter un mythe. La presse, elle, oscille entre respect et curiosité malsaine. Les articles parlent d'accidents malheureux, tout en glissant, à demi-mot, que la carrière de Tati ne s'en est jamais relevée. Le public, lui, se divise. Certains refusent d'y croire, préférant garder l'image du monsieur Hulot éternellement maladroit mais indestructible. D'autres, plus attentifs, perçoivent dans ses dernières apparitions cette lente usure qui transforme un artiste en fantôme de lui-même. En coulisses, Tati lutte. Il veut continuer à créer, mais son corps dit non. Les projets s'allongent, s'enlisent. Les journées de tournage deviennent plus courtes, les pauses plus longues. L'homme qui dirigeait ses films comme un chef d'orchestre finit par se retrouver spectateur de son propre déclin. Et pourtant, dans ses rares confidences, il conserve une ironie douce. Si Hulot tombait, il se relevait toujours. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir su faire pareil. C'est cette lucidité qui déchire le plus ceux qui l'aiment. Il savait que la magie s'éteignait. Et il savait que le public, tôt ou tard, verrait l'homme derrière le personnage
et peut être la douleur derrière le rire. Chez nous, l'histoire de Jacques Tati reste l'un des récits les plus troublants du cinéma français. Non pas seulement parce qu'elle parle d'un accident mystérieux, mais parce qu'elle dévoile la fragilité de ceux que l'on croit immortels. Tati n'était pas seulement un réalisateur ou un acteur, il était un artisan de la poésie visuelle, un sculpteur de silence et de gestes. Son œuvre, intemporelle, continue de faire sourire et réfléchir bien au-delà des générations. Mais il faut aussi regarder la vérité en face. Derrière l'image parfaite du maître comique, il y avait un homme. Un homme perfectionniste à l'extrême, prêt à risquer son corps pour un plan de cinéma. Un homme qui a payé, physiquement et moralement, le prix de son ambition. L'accident, qu'il ait été le fruit du hasard, d'un malaise ou d'un enchaînement malheureux, a été le point de bascule. Il n'a pas seulement ralenti Tati, il a cristallisé tout ce qui le fragilisait déjà, l'usure, les dettes, la pression médiatique. Faut-il y voir une tragédie? Oui, sans doute, mais aussi une leçon, celle de la limite humaine derrière le mythe. Tati ne s'est jamais présenté comme une victime. Il a continué à sourire, à plaisanter, même lorsqu'il savait que son corps ne suivait plus. Et c'est peut-être là que réside sa grandeur. Dans cette pudeur, dans ce refus de transformer sa douleur en spectacle. Aujourd'hui, quand on regarde les vacances de M. Hulot ou Playtime, on ne peut plus ignorer que derrière chaque geste maladroit, chaque silence comique, il y avait un homme qui portait son art comme on porte un fardeau sacré. Et peut-être que c'est justement cette tension entre la joie qu'il offrait et le prix qu'il payait qui rend son œuvre si précieuse. Nous gardons l'image d'un funambule du rire, dont l'équilibre précaire n'était pas qu'une posture artistique, mais aussi le reflet d'une vie entière. Et nous nous demandons, si Tati n'était pas tombée ce jour-là, combien de films, combien de rires, combien d'instants suspendus aurait-il encore pu nous offrir? Et vous? Croyez-vous que cette chute n'était qu'un accident? Ou bien le dernier acte d'une lente tragédie? Il y a des histoires que l'on croyait perdues et qui refont surface comme une vieille photographie retrouvée au fond d'un tiroir. Celle de Jacques Tati en fait partie. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agissait pas seulement d'un homme qui faisait rire. C'était un poète discret qui, par son regard tendre et son humour délicat, avait su capter l'âme de la France d'après-guerre. On se souvient de lui arpentant les plages de M. Hulot, silhouette élancée découpée sur le ciel, chapeau en bataille, pipe aux lèvres. On se souvient de ses maladresses si humaines, de ses silences qui en disaient long, de cette élégance simple qui semblait défier le temps. Mais ce que l'on sait moins, c'est que derrière ce rire muet, il y avait un combat silencieux contre l'usure, la fatigue et les blessures, celles que l'on voit et celles que l'on cache. Sa chute, qu'elle soit accidentelle ou symbolique, reste le point d'interrogation de sa vie. Certains diront qu'elle fut le coup de grâce, d'autres qu'elle ne fit qu'accélérer un destin déjà écrit. Peu importe au fond, ce qui demeure, c'est l'empreinte qu'il a laissée. Ses films, comme des éclats de mémoire, continuent de traverser les époques. Et lorsqu'on les revoit aujourd'hui, on croit presque entendre sa voix derrière la pellicule. Un murmure, une invitation à sourire malgré tout. Comme s'il nous disait « Ne craignez pas de trébucher, tant que vous continuez à marcher ». Jacques Tati s'en est allé en 1982, emportant avec lui ses secrets et ses douleurs. Mais il nous a légué ce qui compte le plus, un regard unique sur la vie, capable de transformer les plus petites maladresses en moments d'éternité. Il y a des histoires qui n'avaient jamais été racontées. Maintenant, vous les connaissez.